Bonsoir et Sahaf Torkom. Alors, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ali Daoudi, agroéconomiste et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation, Sahaf. Merci à vous. Alors, il va être question aujourd'hui d'agriculture, de sécurité alimentaire, de production agricole. Enfin, on va essayer de faire le tour un peu de cette très très large question, et de ce domaine qui est très large. Alors, on va commencer par une question qui revient depuis quelque temps. C'est un chiffre, c'est 25 milliards de dollars. C'est un chiffre qui a été annoncé par le président de la République il y a quelque temps. Et donc, je cite ce qu'a dit M. Tebboune. Il a dit « C'est la première fois depuis l'indépendance que les revenus du secteur de l'agriculture dépassent ceux des hydrocarbures. Il s'élève à 25 milliards de dollars. » Alors, que représente ce chiffre, ces 25 milliards de dollars? Alors, 25 milliards de dollars, c'est la valeur globale de la production agricole. Ça veut dire c'est toute la production agricole nationale en volume multiplié par le prix. Et on a donc la valeur globale de la production. Je donne un exemple. Pour la production de pommes de terre, en 2020, il y avait l'équivalent de 5 millions de tonnes. Alors si on prend un prix moyen aux producteurs, pas aux consommateurs, de 35 dinars ou 30 dinars, ben la valeur de la pomme de terre produite durant 2020, c'est quelque chose comme 1,3 milliard de dollars. D'accord. Et donc ça vous donne une idée de quoi est constitué le chiffre de 25 milliards de dollars. La plus grosse part de cette production agricole est composée de production animale, essentiellement les viandes ovines et bovines, mais aussi la viande avicole, donc le poulet. C'est aussi le lait, etc. Donc la plus grosse part de cette production agricole, c'est en termes de valeur, hein, en termes de volume, en termes de valeur, c'est-à-dire en monnaie, en dinars ou en dollars. La plus grosse part, c'est la production animale. Après vient les différentes productions végétales, donc les céréales, mais aussi les légumes et les fruits. Donc les 25 milliards de dollars représentent donc, pour synthétiser, la valeur globale de la production du secteur agricole, qui est labellée d'abord en dinars, bien sûr. Il s'agit d'une production nationale qui est d'abord commercialisée sur le marché national. Il y a une toute petite partie, on ne reviendra pas probablement par la suite sur les exportations, toute petite partie qui est exportée. Tout le reste, il est vendu sur le marché local, donc il est d'abord libellé en dinars, les transactions se font en dinars, mais après c'est converti en dollars et ça donne 25 milliards de dollars de valeur de production globale. Alors quand il est dit que c'est la première fois que ça représente, ça dépasse la production des hydrocarbures, ce n'est pas nécessairement bon signe. C'est aussi, ça veut dire que la valeur de la production des hydrocarbures a baissé. C'est ce qui est quand même important de relever, oui, tout à fait. Parce que la production agricole, elle est importante, elle est en croissance. D'ailleurs, c'est un secteur qui connaît un taux de croissance annuel régulier qui est de l'ordre de 5%. D'ailleurs, c'est l'un des rares secteurs de l'économie algérienne qui enregistre un taux de croissance aussi important. Et aussi, quand je dis 4%, c'est en moyenne. Il y a des années où ça peut atteindre 11%, il y a des années où ça diminue. La variation, elle est essentiellement déterminée par les conditions climatiques. Nous avons une agriculture qui reste quand même très dépendante du climat, de la pluviométrie. Et donc, quand il y a des années où il y a un déficit de pluviométrie, ça impacte beaucoup de filières de production, notamment les céréales, les fourrages, les légumes secs, qui sont totalement dépendantes de la pluviométrie. Et la production baisse, la valeur globale de la production agricole peut baisser, mais en moyenne générale, sur les 40 dernières années, le taux de croissance du secteur agricole est en moyenne de 5%, ce qui est considérable. Ce qui d'ailleurs le taux de croissance le plus performant des autres secteurs, ce qui permet d'avoir aujourd'hui un volume de production qui est quand même considérable, qui est très important et qui a toujours pesé entre 8 et 12% du PIB. Ça varie en fonction de la valeur globale du PIB qui, elle, est déterminée par la valeur des exportations des hydrocarbures. Donc, lorsque les hydrocarbures baissent leur prix, ça veut dire que le PIB global va baisser, la part relative de l'agriculture va augmenter. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir, c'est-à-dire une production estimée à peu près à 25 milliards de dollars et de pouvoir en exporter 10. L'idéal, c'est d'avoir 35 milliards de dollars et d'en exporter 10. Parce que là, même avec 25 milliards de dollars de production nationale, on reste un pays qui est largement déficitaire en produits agricoles. Donc, il y a vraiment le défi, c'est d'augmenter la production. Pour certains produits agricoles, en tout cas. Pour les produits qu'on considère qu'en Algérie comme des produits de large consommation.
Très bien. Justement, on va y revenir. Et qui sont, si vous voulez, les produits constitutifs du régime moyen, le régime alimentaire moyen, qui sont les blés, et qui sont le lait, et qui sont les légumes secs, et aussi le sucre, etc., pour lesquels nous sommes un gros importateurs. Mais par ailleurs, pour les fruits et légumes, nous sommes pratiquement totalement autosuffisants aujourd'hui, et nous avons aussi un potentiel d'exportation qui est non négligeable pour les fruits et légumes. Alors pour revenir justement à ces produits de large consommation, essentiellement le blé tendre et la poudre de lait, c'est à peu près une moyenne de 2,5 milliards d'importations environ. Un peu plus, ça dépend des années. Voilà, ça dépend des années. La poudre de lait, c'est à peu près 1 milliard de dollars chaque année. Ça peut être 800, ça peut être 1 milliard 200. Ça fonctionne en fonction du prix de la poudre de lait sur le marché international. C'est valable aussi pour les blés. Alors la valeur des blés, c'est entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars chaque année. Donc oui, ça représente quand même une grosse part de la facture des importations globales. Alors, est-ce que l'Algérie, concrètement, c'est-à-dire expliquer, est-ce que l'Algérie a une capacité de produire du blé tendre et de produire du lait pour après le transformer en poudre de lait? Alors la question, moi je ne la poserai pas comme ça, je la poserai d'une manière un peu plus large. Est-ce que nous avons intérêt à continuer à consommer autant de blé tendre? Je commence par ça. Après, nous discuterons de la capacité de l'agriculture algérienne à produire autant de blé tendre. Le blé tendre, c'est un produit qui a été, si vous voulez, sa consommation a été boostée ou dopée par la subvention du prix de la baguette de pain. La baguette de pain, son prix est subventionné, il est à 8,5 dinars la baguette. Ce prix n'a pas changé depuis maintenant une belle lurette. Ce qui fait que c'est le produit énergétique le moins cher sur le marché. Et donc les gens consomment beaucoup et gaspillent beaucoup aussi. Donc la question, avant d'aller et tenter d'augmenter, c'est d'abord de réduire les gaspillages. Et ensuite, envisager aussi une diversification de la consommation de céréales. La farine blanche pose beaucoup de problèmes de santé publique. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, il y a un grand débat parce qu'il faut savoir que les farines qu'on consomme, c'est des farines qui sont issues de l'amélioration génétique pour correspondre ou acquérir un certain nombre de caractéristiques recherchées par l'agro-industrie. Le caractère de panification, c'est-à-dire une farine qui est facilement panifiable, qui produit du pain de bonne qualité, etc. C'est une farine qui a une certaine teneur en gluten, c'est une farine qui a une certaine teneur en protéines, qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Donc nous avons une farine qui est artificiellement produite par la recherche agronomique, qui a de très bonnes qualités industrielles, mais qui sur le plan nutritionnel n'est pas nécessairement bonne. Donc aujourd'hui, le débat, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on veut que les Algériens continueront à consommer essentiellement du pain blanc, de la farine, à base de farine, ou est-ce que nous n'avons pas intérêt à diversifier? Revenons un peu à nos origines, nous sommes un pays où on consomme beaucoup d'orge. Donc le pain d'orge, ça faisait partie, le pain d'orge, le couscous d'orge, ça fait partie de notre tradition. Le blé dur aussi a été au cœur de notre modèle de consommation, que ce soit pour le pain traditionnel, que ce soit pour le couscous ou les pâtes, etc. Donc la question, oui, il faut bien sûr augmenter la production de farine, de blé tendre, mais il faut aussi peut-être envisager la possibilité d'accompagner la transformation du modèle de consommation vers moins de consommation de pain et de farine, de blé tendre. C'est un peu des aliments qui ont été en quelque sorte imposés par l'industrie, c'est-à-dire par la subvention. C'est parce que c'est le seul... Même avant, excusez-moi, même avant, c'est-à-dire vous avez parlé des habitudes alimentaires des Algériens, c'est peut-être des produits, autant le lait que le pain blanc, donc la baguette de pain, qui ont été imposés un peu par un mode de consommation colonial. Pas la colonisation, absolument pas. Ah non, à l'époque coloniale, les Algériens ne consommaient ni de farine, ni beaucoup de lait d'ailleurs. C'est à l'indépendance que l'Algérie a fait un choix souverain. Ah, c'est des choix. C'est un choix souverain qui a été fait par l'Algérie à un moment pour améliorer la qualité des aliments des Algériens. Je rappelle juste une chose peut-être pour que les auditeurs ne connaissent pas. En 1961, les Algériens consommaient en moyenne, en apport calorique global journalier, à peu près 1500 kilocalories par jour. Alors que la moyenne mondiale à l'époque, elle était de 2200. Donc vous voyez qu'on était en dessous. Déjà en dessous de. Donc on était, si vous voulez, sous-alimenté. Donc à l'indépendance, le choix s'imposait pour les autorités de l'Algérie indépendante d'améliorer le régime alimentaire des Algériens. Et il a été fait le choix de soutenir le pain normal. Les Algériens consomment beaucoup de pain. Et après, le lait aussi, qui
représenté dans la perception des décideurs de l'époque comme la principale source de protéines animales, ou la source de protéines animales la moins chère, ou la plus accessible. Donc l'État a soutenu depuis pratiquement l'indépendance ces deux produits. Et donc même après la réforme des années 90 de libéralisation qui a été imposée par le FMI, ces deux produits n'ont pas été impactés. Leurs prix ont été légèrement augmentés, mais la subvention a continué d'exister jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cette subvention qui a orienté les consommateurs. C'est les deux produits, c'est les deux aliments qui sont le plus consommés, notamment par les ménages qui ont des revenus faibles. Et donc, c'est les principales sources de calories pour les consommateurs et les principales sources de protéines animales pour les consommateurs. C'est ce qui fait aussi que l'Algérie est un des principaux importateurs de poudre de lait. Nous sommes d'ailleurs, en termes de consommation, nous sommes sur des niveaux de consommation les plus élevés de la région, que ce soit pour le blé, que ce soit pour le lait. Sur le lait, nous sommes à des niveaux de consommation très élevés rapportés à la personne, par individu, très élevés par rapport à la région. Nous sommes à des seuils qui sont le double, par exemple, en termes de lait, de ce que consomment les Égyptiens. Alors, vous voyez que donc, le lait n'est pas nécessairement un aliment qui doit être consommé à ces proportions-là. Mais on ne peut maintenant modifier le modèle de consommation que si nous avons des substituts. C'est-à-dire que si... Quels seraient les substituts, par exemple? Écoutez, il faudrait qu'il y ait un accès à une alimentation plus diversifiée, où l'apport en protéines, l'apport en énergie, en aliments énergétiques, soit apporté par d'autres aliments moins chers, accessibles à tous et qui seraient produits en Algérie. Par exemple, les légumineuses, c'est une source. Les légumineuses, quand je dis légumineuses, c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles, petits pois, haricots. Tout ça, nous avons un potentiel pour augmenter la production et c'est des sources de protéines végétales qui sont très importantes. Les œufs aussi peuvent être des aliments de substitution pour les protéines animales. Donc, il y a moyen d'améliorer, de diversifier en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus consommer de lait, il faut consommer du lait, mais pas dans des proportions telles qu'on les fait aujourd'hui, pas nécessairement dans ces proportions. Et donc, en apportant un panier beaucoup plus diversifié, et donc le rendre, et comme ça, le consommateur ne sera pas coincé ou il ne sera pas uniquement orienté vers ces deux produits qui ne coûtent pas cher et qui sont en fait des produits pour lesquels il n'a presque pas le choix. Notamment ceux qui ont des revenus très faibles. Est-ce que c'est le contexte actuel justement est propice pour un changement justement pour aller vers une réforme? Alors de mon point de vue, le contexte à court terme aujourd'hui, non. Le contexte n'est pas propice pour réformer les prix. L'État doit continuer à soutenir les prix de ces deux produits. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un effondrement du pouvoir d'achat. Suite à la dévalorisation du dinar, etc. Donc il y a un effondrement du pouvoir d'achat. Et donc les deux produits sont des produits refuges pour les consommateurs. Oui. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas intérêt à déstabiliser sur ces deux produits. Par contre, il faut développer une vision à long terme dans laquelle l'État réforme sa politique de subvention et accompagne aussi le secteur agricole à faire une transition pour offrir sur le marché des biens alimentaires diversifiés, de qualité et de prix relativement accessibles. Et par rapport à cette question de prix, j'entends souvent ces derniers temps toute une polémique sur les prix agricoles qui augmentent. Oui, les prix agricoles augmentent, mais ce qui pose le plus problème, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, elle est entraînée en grande partie par le renchérissement des facteurs de production. Et la plupart des facteurs de production sont importés. La dévaluation du dinar impose un renchérissement où les produits importés deviennent plus chers. Les producteurs sont obligés d'augmenter les prix. Tout à fait. Sinon, d'ailleurs, le marché agricole, le marché des produits agricoles, c'est un marché assez particulier où l'offre et la demande sont atomisées. C'est-à-dire que les producteurs sont des preneurs de prix. Les agriculteurs sont des preneurs de prix, ne sont pas des faiseurs de prix. C'est-à-dire quand ils vont sur le marché, ils n'ont pas le choix de vendre à un prix. Ils subissent. Et si on assistera, parce qu'il y a une production suffisante, notamment pour les fruits et légumes, si les prix s'effondrent pendant des années successives, on risque d'avoir beaucoup de faillites, un effondrement des revenus des agriculteurs, des désinvestissements, les gens ne vont pas investir, et sur le long terme, ça va impacter les performances du secteur agricole. Donc il faut faire très attention à cette question de prix. Il faudrait qu'on soit conscient que les coûts de production ne sont pas compressibles, ils sont en augmentation, et lorsque les prix baissent parce qu'il y a une surabondance de production, les producteurs perdent beaucoup d'argent. On a l'exemple cette année, la pomme de terre l'année dernière s'est vendue à des prix très bas. Tout à fait. Beaucoup d'agriculteurs
qui n'avaient pas récupéré leur investissement, n'ont pas produit cette année. Donc on a moins d'hectares qui ont été plantés en pommes de terre cette année. La preuve, on se retrouve pendant cette période de soudure avec une moindre production, ce qui explique un peu l'augmentation des prix. Donc il faut quand même des mécanismes de régulation qui tiennent en compte de cette histoire d'augmentation des coûts de production et qu'il faut accompagner les agriculteurs à soit passer cette période en attendant que le pouvoir d'achat national augmente, parce que le pouvoir d'achat n'est pas lié à l'agriculture, c'est une politique globale, économique globale, ou la politique de revenus, la politique des salaires, etc. Ça nécessite des réformes, ça peut se faire que sur le moyen et le long terme, mais entre-temps, il faut accompagner à la fois les consommateurs, lorsqu'il y a une augmentation de prix aujourd'hui, il faut accompagner aussi les producteurs lorsqu'il y a un effondrement des prix, parce que ça peut causer une perte de revenus, et donc des investissements et donc effet à long terme sur le secteur agricole. Est-ce que toute cette question est débattue, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est débattu à un niveau quand même élevé de l'État, et est-ce qu'il existe en Algérie une réelle stratégie en matière de sécurité alimentaire? Écoutez, il est clair que les autorités publiques sont conscientes d'abord de l'importance du secteur agricole. D'ailleurs, la crise du Covid nous a, si vous voulez, rendu à l'évidence l'importance d'un secteur pareil. Parce qu'on peut s'oublier quand on est en pleine dynamique de croissance, l'économie mondiale fonctionne, elle est bien intégrée, on peut acheter, on peut vendre, le pétrole se vend à des prix importants, notre pouvoir d'achat à l'international est élevé, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on est en phase de crise comme en ce moment, on se rend compte que sur certains secteurs, notamment l'agriculture, dont dépend la sécurité alimentaire et dont dépend donc la stabilité du pays, nous avons intérêt à avoir un secteur agricole robuste, capable d'assurer un minimum notre sécurité alimentaire, y compris en période de crise, y compris en période de choc extérieur qui déstabilise le système. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle y est, il y a une prise de conscience, mais après, est-ce qu'il y a une véritable stratégie de sécurité alimentaire? Je nuancerai peut-être le propos. Il y a eu des politiques agricoles, il y en a encore des politiques agricoles, mais la sécurité alimentaire, ce n'est pas que la politique agricole. La sécurité alimentaire, c'est d'abord ça implique un ensemble de secteurs, secteur de l'industrie, parce qu'on consomme de plus en plus de produits transformés, l'industrie agroalimentaire joue un rôle important. C'est aussi, ça implique le secteur du commerce, parce qu'on ne peut pas développer l'agriculture sans une politique commerciale équilibrée, sans un fonctionnement des marchés qui soit transparent, qui soit inclusif et qui permette la formation des prix d'une manière transparente et qui soit favorable à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs. La sécurité alimentaire, c'est aussi l'affaire du ministère de la Santé, ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle de consommation. C'est le ministère de la Santé de produire des indicateurs sur l'impact de tel ou tel aliment sur la santé publique. Parce que si on a des modèles de consommation tels qu'ils commencent à se profiler aujourd'hui, qui ne sont pas du tout de bonne qualité, peuvent produire de l'excès de part et d'autre. C'est-à-dire on peut avoir des problèmes de malnutrition, de type excès de sucre, excès de gras, et donc obésité, problèmes de diabète, etc. Et après, toute une implication sur le budget de l'État de prise en charge de ces maladies sur le plan sanitaire. Et comme on peut avoir aussi des problèmes d'accès et donc de malnutrition. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision holistique, une vision globale de la sécurité alimentaire qui implique l'ensemble des secteurs. Et où, bien sûr, le secteur agricole est un pilier central parce que c'est le secteur qui produit les produits de base qui servent à la fabrication des aliments dont on consomme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une politique alimentaire dans le sens que je viens de définir aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, chaque secteur a sa propre stratégie, il y a très peu de coordination. Alors, c'est d'intersécurité. Alors que la sécurité alimentaire dépend justement de cette mise en cohérence entre les actions des différents secteurs. Et on gagnerait en efficacité en créant justement cette synergie entre les secteurs et en créant cette cohérence entre les secteurs. Il est impératif aujourd'hui que l'Algérie se dote justement de cette politique de sécurité alimentaire sur le long terme, avec une vision, avec une projection sur le très long terme et avec des jalons de moyen et court terme pour dire par quoi commencer, où est-ce qu'on va mettre l'effort, si les ressources sont limitées, quel arbitrage on va faire, etc. C'est vraiment une question d'avenir pour le pays. C'est aussi l'implication, enfin, toute cette stratégie et cette mise en mouvement
nécessite aussi l'implication des chercheurs comme... Écoutez, l'implication de tous les secteurs, tous les acteurs, pardon. Il n'y a pas que... dans l'équation, il y a l'État, mais il ne faut pas oublier que la production agricole et alimentaire, d'abord, c'est l'affaire du privé. Ce sont les agriculteurs, ce sont les industriels qui produisent, et ce sont les commerçants qui vendent et qui achètent. Et donc, c'est d'abord l'économie privée qu'il faut aussi impliquer dans la conception de cette vision de long terme, parce que le secteur privé, il est d'abord concerné au premier chef, c'est sa source de revenus. Ils ont une capacité d'innovation, ils ont les capacités de financement. Les impliquer, ça faciliterait, ça soulage l'État d'un certain nombre de poids. Mais l'État a la responsabilité quand même d'être le chef d'orchestre, de réguler, de définir les objectifs à long terme et de définir, si vous voulez, de défendre l'intérêt général du pays. L'achat de terres agricoles dans d'autres pays, dans des pays étrangers, il y a l'exemple, par exemple, du Qatar, des Émirats, qui sont de gros investisseurs, qui ont investi énormément d'argent à travers des fonds d'investissement en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et même en Australie. En Afrique aussi. En Afrique aussi, dans le cas du Qatar. Est-ce que ça pourrait être une solution, une bonne piste aussi pour l'Algérie? Absolument. Écoutez, l'Algérie a des potentialités internes en agriculture, mais ça ne nous empêche pas d'aller explorer d'autres options. D'autant plus que c'est tout le monde qui le fait. Il y a une sorte, aujourd'hui, il y a tout un phénomène qui a été enclenché il y a une dizaine d'années suite à la crise agricole de 2008, qui s'appelle le land grabbing. Il y a beaucoup de fonds d'investissement internationaux, que ce soit des fonds d'investissement étatiques ou des fonds d'investissement privés, qui se sont rendus compte que dans le secteur agricole, on pouvait faire de l'argent et qui se sont mis à acheter des terres un peu partout dans le monde et à acquérir des terres à grande échelle pour créer des exploitations de très grande échelle pour fournir le marché mondial en denrées agricoles. Donc oui, l'Algérie devrait avoir une politique dans ce sens, développer une vision dans ce sens. On peut aussi, donc, soit l'État constitue des fonds souverains qui vont aller investir, comme le font les pays du Golfe, dans ces pays-là, comme l'État peut aussi travailler en partenariat avec des privés algériens, et les encourager. Qui les encouragent, qui leur donnent les moyens d'aller investir à l'étranger, notamment les privés qui sont aujourd'hui impliqués dans l'industrie agroalimentaire et qui dépendent du marché international pour leur approvisionnement en intrants. Ils vont aller produire leur intrants dans des pays où les coûts de production sont faibles, où ils pourront donc assurer à minima la stabilité de leur approvisionnement en intrants. On peut aussi envisager d'autres modèles, par exemple la coproduction. Il y a des pays partenaires, des pays amis avec lesquels on peut envisager des partenariats d'État à État, où l'Algérie développe avec ses États des stratégies le Soudan, par exemple. Le Soudan, où il y a des pays avec lesquels on pourrait avoir de ce type de stratégie, où l'Algérie développe des stratégies d'aide au développement dans ces pays, dans le secteur agricole, accompagne ces pays à développer leur secteur agricole, moyennant bien sûr des contrats d'approvisionnement sur le long terme. En tout cas, la réflexion sur comment garantir la sécurité alimentaire n'est pas limitée. Il faut qu'on arrive à sortir des limites du modèle dans lequel nous avons toujours existé et qu'on s'invente des alternatives. Et le champ, je pense qu'il est ouvert. Impliquer le secteur privé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le secteur privé est innovant, a des idées qui sont très originales. Il faut donc intégrer le secteur privé comme partie prenante dans la constitution de cette vision future sur la sécurité alimentaire. Des IDE aussi dans le domaine agricole. Tout à fait. Des IDE dans le domaine agricole. Écoutez, les IDE peuvent être source d'argent, mais essentiellement de transfert de technologie, mais aussi pour les filières qui ont un potentiel d'exportation, peuvent être des facilitateurs d'intégration, des pénétrations des marchés internationaux. Donc on pourrait avoir une stratégie d'ouverture aux IDE dans le secteur agricole, une stratégie sélective, raisonnée. On s'ouvre sur certains créneaux pour lesquels nous avons des avantages comparatifs et pour lesquels nous voudrions nous positionner sur le marché mondial. Les IDE, c'est les moyens idéaux pour pénétrer le marché. C'est très difficile d'exporter. Il y a beaucoup de gens qui disent nous pouvons exporter chaque année de tel volume. L'exportation, ça se construit. C'est des métiers. On n'exporte pas les excédents. On produit pour l'exportation. On produit pour l'exportation. Parce que les excédents sont fluctuants, varient d'une année à une autre. Et puis les excédents ne correspondent pas aux normes internationales. Alors que pour produire pour un marché, il faut d'abord identifier les normes de ce marché, les normes phytosanitaires, les normes de qualité, et engager tout un processus de production qui correspond aux normes et avec tout un processus de traçabilité, de certification, parce que la pénétration de ces marchés, les marchés porteurs, c'est les marchés essentiellement européens, ces marchés sont très normés,
il y a des normes de qualité qui ne sont pas rédhibitoires, qui sont accessibles aux acteurs algériens, mais il faut un accompagnement, il faut une vision, et ça ne s'improvise pas. On ne peut pas exporter aujourd'hui 20 tonnes de pommes de terre, l'année prochaine rien. Non, c'est carrément une filière d'exportation qui se fait en fonction du marché. D'ailleurs, sur le marché international, ce n'est pas nécessairement les bonnes variétés qu'on produit aujourd'hui de pommes de terre. Il faut chercher quelle variété est désirée sur tel marché, et produire pour ce marché. Donc, vous voyez, ça se construit, au fait. Tout ça se construit. Nous avons la chance, et je le dis toujours, et je le répéterai jamais assez, parce que je l'ai observé sur le terrain, nous avons aujourd'hui l'émergence d'entrepreneurs agricoles presque invisibles, de taille moyenne, qui sont très innovants, qui investissent, qui ont une capacité d'absorber l'innovation, qui vont sur le marché international pour voir comment les choses fonctionnent. Ils ont une capacité de développer le secteur. Il y a certains freins aujourd'hui structurels que l'État devrait analyser, aider à lever pour justement ouvrir le champ. Le système bancaire, l'accès au foncier, notamment au nord. Le fait, par exemple, faire une exportation de produits alimentaires, de produits agricoles à travers l'aéroport d'Alger. Il n'y a même pas de chambre froide sur place. Il n'y a pas toute la chaîne logistique. Toute la chaîne logistique. Et puis, il faut voir aussi le coût du fret aérien algérien qui n'est pas compétitif par rapport aux compagnies internationales. Il y a très peu d'appareils de fret en Algérie. Et ça aussi, c'est l'un des créneaux sur lesquels l'État pourrait indirectement soutenir justement l'exportation en investissant, en accompagnant le pavillon national, que ce soit le fret maritime ou le fret aérien, à acquérir justement toute l'infrastructure pour accompagner les exportateurs. Le meilleur exemple, c'est la date. L'Algérie est un des plus grands producteurs de dattes en termes de volume, mais aussi de qualité, puisque nous avons quand même une qualité de renommée internationale, qui est la Daglt Nord, mais nous n'arrivons pas à la placer sur les marchés internationaux. Les Tunisiens, qui ont une quantité de production qui est quand même très en deçà de l'Algérie, sont les premiers exportateurs de dattes Daglt Nord. Tout à fait. Moi, je pense que la date est vraiment, ça peut être l'étendard de notre stratégie d'exportation agricole. Parce que c'est un produit sur lequel nous avons des avantages comparatifs indéniables. Nous avons le climat, nous avons les conditions climatiques, nous avons les variétés, comme vous l'avez dit. Nous avons donc toutes les ressources génétiques, le savoir-faire, il y a tout pour produire des dattes de bonne qualité et en volume important. Toute la stratégie aujourd'hui de développement de l'agriculture saharienne pourrait aussi être articulée sur le développement de la production de dattes pour le marché mondial, pour aussi la transformation, etc. Nous avons un gisement de variétés de dattes qui est très important en Algérie, qui ne sont pas toutes valorisées. Il n'y a pas que la Daglt Nord, c'est la variété. Il y a aussi des variétés qui sont très appréciées dans les pays du Sahel, exactement. Tout à fait. Donc il y a moyen de faire de la filière dattes vraiment un axe très important de notre secteur agricole destiné à l'exportation. Après, on l'a déjà dit, c'est le problème de logistique, c'est le problème d'organisation des acteurs, c'est le problème de marketing à l'international, c'est le problème des réseaux de distribution à l'international. Le marché mondial est organisé. Il ne suffit pas d'arriver avec un bon produit et de pénétrer ces marchés. Ces marchés, ils ont leur propre organisation, leurs propres acteurs. Et donc, là, les IDE pourraient contribuer à préparer nos opérateurs à mieux pénétrer. Les Tunisiens ont une tradition dans ce sens, en leur propre réseau. Et je pense que nous avons tout intérêt à investir dans ça. Donc, après avoir amélioré la logistique et tout le reste, et la gestion de certains problèmes de qualité, les maladies, etc., qui posent un petit problème pour la filière date en ce moment. En matière de bayotte, par exemple? Pas le bayotte, heureusement, qui n'a pas encore touché la bonne partie qui produit. Mais c'est d'autres, c'est le bufferware, etc., qui impacte la qualité à la consommation. Et donc ça, les technologies existent, on les maîtrise sur le plan de la recherche. Il suffit juste de diffuser ça auprès des producteurs et auprès des exportateurs pour pouvoir avoir des produits de qualité et aller vers l'exportation. La transformation aussi. Alors la transformation, pour beaucoup, notamment les fruits et légumes. D'abord, il faut quand même rappeler que l'Algérie a une industrie agroalimentaire de transformation très développée. Nous avons, pendant les 20 dernières années, vu l'émergence d'un tissu industriel dans l'agroalimentaire très, très important. D'ailleurs, ça pèse 50% du PIB industriel du pays. L'industrie agroalimentaire à elle seule produit l'équivalent de 50% de l'ensemble de l'industrie algérienne. Donc vous voyez quand même que nous avons une industrie agroalimentaire très importante, très développée, très diversifiée. Le seul problème de cette industrie pour l'instant, c'est qu'elle est essentiellement extravertie.
c'est-à-dire qu'elle dépend de l'étranger pour la matière première. Donc c'est le cas de toute l'industrie des céréales. Donc là, toutes les minoteries et les usines de fabrication de pâtes fonctionnent avec du blé qui est malheureusement importé. C'est le cas aussi de l'industrie laitière. Donc tous les laitages que nous avons sur le marché fonctionnent avec la poudre de lait. Enfin, il y a aussi quand même une partie de la production nationale, mais ça reste quand même pas important par rapport aux importations. La tomate industrielle? La tomate industrielle, quand même, on fait des progrès ces dernières années. La production nationale représente la plus grosse part de la tomate transformée. Donc il y a quand même une progression dans ce sens. Et d'ailleurs, elle peut montrer la voie. Peut-être ces 2 dernières années, il y a quelques petits trébuchements, mais depuis 2012 jusqu'à 2016, la filière a fait beaucoup de progrès en termes de volume, en termes de productivité à l'hectare et en termes d'intégration, c'est-à-dire d'amélioration des relations entre les industriels transformateurs et les producteurs agricoles à travers des contrats de production que l'État a promus. C'est l'État qui a incité les producteurs et les industriels à se mettre ensemble parce qu'il a conditionné l'attribution de la prime, la subvention, à la mise en concordance à travers le contrat, chose qui a été très bien faite, avec des limites qui peuvent être corrigées, mais qui a donné des résultats. Donc les producteurs n'avaient plus de problème de vente. Donc tout ce qui se produisait était acheté par les industriels parce qu'il y avait un contrat. Les industriels se sont impliqués, certains, dans l'amélioration des techniques de production, ce qui a contribué à l'amélioration des rendements et de la productivité. Et donc au bout de quelques années, la production de tomates industrielles a considérablement augmenté, notamment entre la période 2012 et 2016, 2018 même. Ces dernières années, je n'ai pas beaucoup suivi, donc je n'ai pas les chiffres, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques petits pépins, mais qui peuvent être facilement réglés. C'est une filière qui a failli disparaître à cause de l'importation. Absolument. L'importation s'est retrouvée à un certain moment. Tout à fait. Avec 27, 28 marques de tomates concentrées. Non, même les marques locales, nationales, fonctionnaient essentiellement avec du triple concentré de tomates. Qu'on diluait, qu'on rendait, qu'on transformait en double concentré. Dont certains étaient importés même d'Émirats, on ne sait même pas où sont les champs, champs de tomates. Ça venait plutôt de Chine. De Chine, et puis après ça passait par les Émirats. La Chine est le principal pays exportateur avec la Turquie. Donc nos principaux fournisseurs, c'était la Chine et la Turquie, en triple concentré de tomates. Mais ça nous donne, au bout de 5 années, la filière a fait sa mue. C'est vrai que la transition a commencé vers 2009-2008. La crise a été la fin des années 90 jusqu'à la moitié des années 2000. Il y avait la crise de la filière tomate industrielle, elle a failli effectivement disparaître. Mais avec 2009, la filière a commencé à se reprendre et l'État, avec sa stratégie de 2012, a quand même boosté cette filière. Donc ça nous donne un exemple où lorsqu'il y a une vision, lorsqu'il y a des actions cohérentes, ça peut avancer et on peut faire des gains rapidement en termes de production et de productivité dans le secteur agricole. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces informations très intéressantes. Oui, allez, c'est direct. Nous avons une tradition qui est donc de demander à notre invité de signer le livre d'or. Ah bah écoutez, je vous ferai avec plaisir. À le signer et à mettre un petit mot. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. Saha Sahorkom et à mercredi prochain. Merci beaucoup.